Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Fab pour parler d'écriture, de doute, de création, de tout ce qui compose son univers d'autrice et de tout ce qu'il y a derrière ses livres. Installez-vous confortablement, servez-vous un cappuccino et laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonsoir Marie et bienvenue sur ce podcast. Bonjour Jess. Comment ça va ? Écoute, ça va bien et toi ? Ça va. Tu t'es remise des Imaginales ? Difficilement, mais il a fallu. C'est vrai que c'est des sacrés week-ends. Ça a été sportif. La chaleur a fait perdre quelques points de vie. À certains, oui, Voilà. effectivement. Ok, allez, on va commencer par une question toute simple. Comment te présenterais-tu si tu devais résumer ton parcours ou ta personnalité en quelques mots ? Du coup, je dirais que j'ai 25 ans. Je suis autrice depuis pas si longtemps que ça. Alors, autrice publiée depuis pas si longtemps que ça. J'écris quand même depuis longtemps. J'ai toujours été passionnée par les histoires, l'imaginaire, la fiction, tout ce qui était très créatif aussi. Et voilà, j'ai eu un petit parcours très ordinaire finalement, mais qui a dérivé assez vite vers l'écriture et le monde du livre. D'accord. Et est-ce que justement tu te souviens de moments où tu t'es dit « Ok, là j'écris vraiment ». Alors, moi j'ai commencé par du scénario en fait. Petite, je voulais être réalisatrice de films. D'accord. Donc j'inventais des films, voilà, et donc je créais des scénarios. Après, là où je me suis vraiment dit que j'écrivais de manière assez sérieuse, j'avais 17 ans. D'accord. Et c'est la première fois. Alors, j'avais déjà commencé des projets de livres, des projets de synopsis, ce genre de choses, mais c'était très décousu, c'était pas très... sans parler forcément de professionnalisme non plus, parce que c'était pas ça non plus à 17 ans, mais il y avait ce truc où c'était de temps en temps, quand j'avais envie, quand ça prenait. Mais là, à 17 ans, il y a vraiment eu ce truc de... je suis en train de le faire, et chaque jour j'écrivais, je me levais le matin en voulant écrire, c'était ma seule motivation de la période. Et ouais, là pour le coup, ça a été un vrai changement. L'écriture m'a plus quittée depuis ce moment-là, en 2017. D'accord, ok. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Est-ce que c'était un besoin, une envie ou une nécessité ? C'est un petit peu des deux, je pense, des trois du coup. C'est que, alors encore une fois, moi j'ai toujours eu plein d'histoires dans ma tête. J'inventais des jeux avec mon petit frère, je nous créais des aventures avec nos jouets et tout ça. Enfin, ça a toujours été un truc très très présent pour moi. Pareil au niveau, je te disais, je voulais faire des films en fait petite. Donc déjà l'idée d'inventer des histoires était très présente depuis toujours. Et ouais, l'écriture est venue comme un moment de ma vie où j'étais pas forcément hyper bien. D'accord. Et ça a été, c'est pour ça que je dis que c'est un mélange de tout, parce que en fait ça a un peu servi de bouée de sauvetage à un moment où ça allait pas très bien entre moi et moi. Et donc pendant un temps, l'écriture était cette espèce d'évasion de là en fait c'est plus mes problèmes qui comptent, c'est plus ce que je suis en train de vivre ou quoi, c'est vraiment les personnages, ce que eux sont en train de vivre, leurs problèmes à eux et comment on résout ce truc-là plutôt que les miens. D'accord. Et ouais, donc ça a été un mélange de tout. Il y avait à la fois cette envie très profonde depuis toujours de mettre des histoires sur papier et de les concrétiser aussi, de mettre le fameux point final à un manuscrit. Et puis le côté besoin aussi, parce que à ce moment-là, les choses se sont un peu alignées et ça m'a permis de respirer mieux, quoi, en fait. D'accord, Donc, ça t'a aidé. ça a été un petit mélange de tout. Et aujourd'hui, c'est vraiment...
j'arrive pas jusqu'à dire que c'est autant une nécessité que ça l'a été quand tu étais plus avant, jeune. mais c'est vrai que j'ai besoin toujours d'y revenir. Quand j'écris pas, je suis pas aussi heureuse que quand j'écris. D'accord. Alors justement, tu disais que tu as commencé plutôt jeune à avoir envie d'être réalisatrice, d'inventer des histoires, mais est-ce que tu le faisais quand même déjà dans un objectif d'être lue, ou est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, l'écriture t'a aidé à un moment où tu en avais besoin? Donc est-ce que tu écris aussi juste pour toi? C'était vraiment juste pour moi au début. D'accord. Enfin, je sais que petite, j'ai pu donner mes textes parfois à mes parents, à mes grands-parents, enfin, histoire de dire, mais ça a jamais été conscientisé comme quelque chose de professionnel et de quelque chose qui allait potentiellement être lu par plein de gens. Euh, ouais, en fait, au début, c'était entre moi, et puis on verra bien si ça devient un truc. Je pense que j'avais aussi, moi, j'ai pas une famille dans laquelle on lit énormément ou on écrit non plus. Enfin, c'est pas tellement autour de moi non plus quelque chose que j'ai vu. Et c'est vrai que je pense que j'avais pendant longtemps l'image de l'auteur, l'auteurice, c'est quelqu'un je sais pas, mais qui n'est pas comme quelqu'un d'ordinaire. Oui, C'est clair je vois. ce Une que je veux dire, personne mais un peu extraordinaire. ouais, une espèce de figure un peu inaccessible que tout le monde ne peut pas être autoriste en fait. C'était un peu D'accord. l'idée que j'avais dans ma tête. Tout le monde peut écrire, mais le métier auteur, c'est autre chose. Et ça s'est déconstruit au fur et à mesure, mais plus tard dans mon parcours en fait. Moi je te dis, mon premier manuscrit fini, je l'ai posé en 2017. D'accord. Et la question de l'édition, elle m'est venue plutôt vers 2021, je dirais, quand j'ai commencé à me faire des amis sur Internet, sur les réseaux, notamment sur Instagram. Les forums d'écriture. Ouais, voilà, ou autant sur des choses comme Wattpad, Discord, mais aussi sur Instagram. Et en fait, des amis qui ont à peu près le même âge que moi, et qui commencent à signer des contrats d'édition. D'accord. Et du coup, leur livre commence à sortir en librairie, et là, je me dis, ah, mais en fait, bah, Toi si aussi. ils le font, c'est que c'est possible, au fait, Oui. aussi que moi, je puisse le faire. Et donc, ça devient un peu plus un projet aussi à ce moment-là. D'accord, donc ça a plutôt été évident pour toi et un déclic, passé la période où tu étais jeune et que t'écrivais que pour toi, à un Ouais, moment tu t'es dit pourquoi pas. c'est ça. Il y a eu toute une phase où c'était vraiment entre moi, et surtout aussi quelque chose de... Alors, pas forcément intime, parce que j'écris pas sur ce que moi je vis, Mhm. mais cette sphère-là, ce que je crée autour de ce truc de l'écriture, c'était pour me faire du bien à moi et faire vivre ce que j'avais dans la tête, mais ça s'arrêtait là. D'accord. Et puis du coup, ma plume, j'étais pas forcément dans une recherche d'avoir une belle plume, de travailler mon style, ce genre de choses. C'était pas des questions qui me venaient. Mhm. Et donc tout ça, c'est venu aussi au fur et à mesure du temps où, bah, de projet en projet, je commence à me trouver une patte. Je commence de temps en temps à faire lire des textes aussi à d'autres gens, et j'ai des Mhm. retours qui font que des fois, je me dis ah, c'est vrai que peut-être je suis pas si nulle. Il y a peut-être un truc à faire. Et donc ça ouvre des petites portes au fur et à mesure. Ok. Jusqu'à ce que, ouais, au bout d'un moment, je me dise, ok, si des gens le font autour de moi, c'est que c'est pas un truc mystique où il faut avoir rempli plein de side quests avant d'y arriver. Mhm. Euh, Finalement, le fait d'être auteur, ça reste aussi quelque chose de réaliste, et c'est possible, quoi. Ok, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a eu des œuvres ou des auteurs, justement, en plus de tes expériences de vie, qui ont nourri ton univers d'écriture? Ouais, je pense, oui, c'est sûr. Enfin, en fait, je sais pas s'il y en a vraiment un titre ou deux titres. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont capables de lâcher vraiment des autoristes très précis. Mhm. Moi, j'ai vraiment eu 10 ans de ma vie où je lisais pas. D'accord. Donc, en fait, de mes années collège vers 10, 11 ans jusqu'à mes 20, 21 ans, Mhm. jusqu'au Covid, en fait, j'ai très, très peu lu. Donc, c'est vrai que cet imaginaire créatif, il s'est pas tellement nourri à ce moment-là. Peut-être un peu plus en série et en film, du coup, D'accord. Plus mais, visuel, oui. mais assez peu en livre. Donc c'est vrai que j'ai du mal à dire qu'il y a une figure autrice qui m'a forgée, Mhm. parce que pour le coup, c'est pas le cas. Mais du coup, moi, ma culture livre et mon créativité autour du livre, elle s'est vraiment fait entre 2020 et maintenant, quoi. D'accord. Le manga a été une très grosse passe dans mon rapport à la narration. Mhm. Moi, en 2020, du coup, avec le Covid, j'ai bouffé
les Fullmetal Alchemist, les Attack on Titan, les Death Note. D'accord. Et voilà, tout plein de grosses séries manga qui étaient assez en vogue à ce moment-là. Ils m'ont complètement détruit la manière que j'avais de concevoir des histoires. Parce qu'on ne raconte pas du tout une histoire de la même manière dans un roman. Oui. Souvent, il y a des actes, en fait, et un espèce de schéma narratif qui revient. Versus un manga où il faut que l'histoire soit construite d'un chapitre à un chapitre. C'est complètement différent, une manière de faire complètement différente. Et moi, ça m'a fait revoir complètement plein de choses de comment je pensais qu'on racontait des histoires. Donc ça a été une grosse passe. Et puis après, je me suis beaucoup intéressée aux autoristes qui sont un peu mes contemporains quelque part. Donc je pense à Margot de Seine, je pense à Nell Pfeiffer, je pense à Siak Valban aussi. Oui. Qui sont des autoristes en fait qui publient aujourd'hui en fait en même temps que moi finalement. Et ça a plus été leur parcours, leur manière de faire, pas tellement forcément leurs imaginaires, mais vraiment ce truc de comment on est des autoristes aujourd'hui, qui ont un peu marqué ce parcours-là, ouais. D'accord, ok, ça marche. Alors, maintenant, on va revenir à ton écriture, et notamment, est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as écrite, et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire ? Alors, il y a un peu deux premières fois, mais il y a le premier projet d'écriture qui n'a jamais abouti et qui n'aboutira jamais, mais que j'ai commencé, j'avais 13 ans, je pense, et si je dis, c'était une phase pas très très sérieuse, donc en fait, j'écrivais un chapitre tous les 1 mois et demi, 2 mois, enfin, et encore, c'est pire que ça. C'était le projet hyper classique d'une fille qui découvre qu'en fait, elle est sorcière et qui, en fait, il y a tout un monde imaginaire qu'elle ne connaissait pas, enfin bon, où tu mets absolument tout ce que tu aimes dans la fantasy, donc tu mets toutes les créatures magiques imaginables, voilà, et puis forcément elle a un pouvoir de fou, et voilà. Et l'élu, la prophétie. Ouais, l'élu de la prophétie, un peu de ce style-là. Bon, j'avais envie de mettre des petits twists pour que ce soit pas complètement l'élu, parce que j'ai jamais été trop fan 100% de la figure de l'élu, mais voilà, c'était quand même la perso qui d'un coup se découvre qu'elle a tout un pan de vie caché et des pouvoirs de fou. Bref, voilà. Mais l'autre vrai premier, c'est donc à mes 17 ans. Et là, pour le coup, on est sur une fantaisie adulte très inspirée, alors pas du tout au niveau de l'univers, mais au niveau des twists, très inspirée du Comte de Monte Cristo. D'accord. J'avais étudié à la même époque en cours de première. Et moi, j'avais adoré ce truc du anti-héros, enfin, oui, qui vient devient se venger de ce qu'on lui a fait. Parce qu'on lui a fait une crasse énorme. Et donc, avec cette espèce de twist-là, une espèce de fantaisie adulte, pour le coup, fantaisie médiévale, donc vraiment rien à voir en termes de world building, mais avec cette espèce de setup de le perso va se faire rouler dessus à un moment donné, et ça lance ça lance sa villain story, quoi. C'était un peu ce truc-là, et j'avais adoré. Enfin, c'était trop bien. Mais je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui si je le relisais, mais à l'époque, ça paraissait très bien. C'est ce qui compte, c'est l'essentiel. Ouais, exactement. Par rapport à l'écriture, quand tu es face à un projet, qu'est-ce qui te fait continuer ce projet quand l'excitation du début disparaît ? Alors moi, il faut savoir que j'adore les premiers jets. D'accord. C'est vraiment, pour le coup, le premier jet, c'est mon étape favorite. Avec un peu la situation de base aussi, où quand t'as toutes les idées qui te tombent en même temps, qui arrivent en espèce de flux continu, une espèce de cascade d'idées comme ça. J'adore ça. Mais le premier jet, j'adore. Donc c'est vrai que j'ai pas toujours ce truc de je suis bloquée dans mon premier jet. D'accord. C'est pas systématique que ça m'arrive. Alors forcément, oui, cette vague hyper forte du début où t'es hyper engagé, et puis après t'arrives au bout, un moment sur la montagne, ça devient un peu compliqué de grimper. Ça, évidemment, je l'ai, mais c'est jamais bloquant, absolument. J'ai très rarement un truc où je ne veux pas revenir à mon premier jet, et là mon premier jet me bloque. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, mais faut savoir que j'ai une 20aine de premiers jets à mon actif aussi. Wow. Voilà. Alors, la moitié ne sortira jamais et ne deviendra jamais rien. Voilà, c'est acté, c'est fait, et je suis ok avec ça. C'est ce qui compte. Le deuil est fait, mais sur tous ces premiers jets là, ouais, il y en a pas beaucoup où vraiment j'ai eu ce truc de là j'ai pas envie et je traîne la patte avant d'y revenir.
moi, le traînage de pattes, il arrive quand j'ai fini mon premier jet et qu'il faut retravailler ce premier jet. La relecture et la La réécriture. réécriture. Ok. J'aime pas du tout la réécriture. Donc voilà, moi, mon truc, il est plus là, mon blocage. Mais quand il y a cette petite butte qui est difficile à franchir, moi, c'est vrai que j'ai ce truc un peu où je me dis que je le dois à mes personnages, en fait. Mm-hmm. Je me suis engagée avec eux et ils m'ont confié leur histoire, ils m'ont confié leurs émotions, leurs difficultés, leurs objectifs. Mm-hmm. Et en fait, moi, en me lançant dans ce premier jet, je me suis engagée à tenir cette histoire. Et à à les aller raconter. jusqu'au bout et à mettre ce point final. Et donc, même quand j'ai cette espèce de truc où c'est plus difficile parce que potentiellement je sais pas trop où je vais ou parce que voilà, je suis pas une nana qui fait des plans. Donc des fois c'est vrai qu'il y a ce truc où au niveau de l'intrigue je sais pas trop c'est quelle voie dans quelle direction on s'en va. D'accord. Donc ouais, ça peut arriver aussi ces blocages là d'intrigue ou ce truc un peu des fois aussi d'énergie où t'es juste un peu fatigué aussi parce que voilà, la vie. Eh oui, la vie. Mais c'est vrai que j'ai vraiment ce truc qui me rattrape en fait de me dire tu as promis à tes personnages que tu irais jusqu'au bout. Toi-même, tu as envie de connaître le fin mot de cette histoire. Fais-le pour toi et fais-le pour eux. Et en fait, même si c'est un petit mot par jour, en fait, petite phrase, des fois. Moi, j'ai pas de souci aussi à. Alors, pas des gros sauts non plus, mais ça peut m'arriver de sauter un tout petit passage et d'aller vers le moment où là, ça me stimule davantage de l'écrire. Ok, t'es comme donc, ça, ouais, c'est ça. Des fois, ça m'arrive aussi. Les dialogues peuvent venir parfois plus facilement que les descriptions, ou l'inverse. Et donc, j'hésite pas à me dire, ok, là, je vais écrire mon blog de description. Et puis, quand le dialogue, il viendra, il viendra. Okay. Je vais écrire mon dialogue, et puis après, je reviendrai dessus pour mettre les phrases qui vont avec, machin. Je peux faire ça. Alors, sans faire des trop gros sauts non plus. Je peux pas sauter un chapitre entier, par exemple. Oui. Mais ça peut m'arriver, peut-être aussi dans mes notes, par exemple, pas forcément directement dans mon premier jet, mais dans mes notes, commencer à écrire la scène suivante, et après de me dire, ok, comment je vais rajouter cette scène-là, comment je vais faire pour l'imbriquer dans ce que j'ai déjà fait. Et donc, ça va petit à petit faire... Ça simplifie l'effort. Enfin, ça donne la sensation que l'effort est moins dense. Tu te dis, il y a toute ma page que je dois remplir. Bon, si t'as déjà écrit la moitié de ta page dans des notes, bah, ça fait un peu moins peur tout de suite d'y aller. Donc, j'ai un peu cette manière-là aussi de faire, des fois, de découper un tout petit peu le travail pour qu'ensuite l'effort global soit moins impressionnant et douloureux. Oui, je comprends. Du coup, plus facile. Alors, là, on parlait du début. Maintenant, si on parle de la fin, qu'est-ce que tu ressens quand tu as terminé ton roman ? Le premier jet, la relecture, la réécriture, les corrections éditoriales, quand tout est fini, comment tu te sens après l'écriture de ton roman ? Une sensation très forte d'accomplissement et aussi une petite forme de deuil. C'est particulier, mais c'est un peu le deal aussi de quand tu t'engages sur n'importe quel projet d'écriture. En fait, il y a un moment où tu dois fermer la page et te dire que tu laisses tes personnages à cet endroit-là et qu'ils vont continuer potentiellement à vivre sans toi aussi. Mais t'as ce deal un peu aussi de moi, j'ai décidé que je t'accompagnais sur tant de temps. Et là, ce temps de temps, il est clôturé, il est fini. Et maintenant, bah, je te laisse. Alors, la sensation a un peu changé entre le moment où j'étais pas éditée et le moment où je suis éditée. Parce qu'avant, il y avait vraiment ce truc où c'était entre moi et moi. Donc, en fait, je décide que le projet est fini et on n'y touche plus et il existe, entre guillemets, plus. Alors, c'est entre guillemets parce que l'histoire est toujours là et moi, je peux toujours y retourner dans ma tête si je veux. Mais le fait que ce soit édité aussi aujourd'hui fait que déjà, il y a plusieurs personnes qui sont passées potentiellement dessus avant qu'on dise c'est fini. Oui. Donc déjà, c'est un peu différent aussi de se dire que tu as partagé pendant un instant ton texte avec d'autres gens. Et ensuite, bah, quand toi, tu te dis qu'il est fini, il est ensuite donné à des lectrices. Oui. Et donc là, finalement, il est pas si fini. Enfin, il y a ce truc aussi où quelque part, il continue après toi à exister. Et toi, tu continues à le porter aussi parce que du coup, il faut. Tu aimerais qu'il atteigne de plus en plus de gens possible. Donc ça a changé un petit peu ce sentiment-là. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce petit... cette petite émotion au cœur, tu vois, de dire ok, c'est fait, c'est trop bien, on a réussi, on est arrivé jusqu'au bout tous ensemble et tout, voilà. Et maintenant, on se laisse. On se laisse sur un... on se laisse heureux, mais c'est on se laisse.
Et ouais, il y a un petit deuil à faire. J'ai la chance d'avoir 1 milliard d'autres idées de projets qui m'attendent. Donc, on se Ton laisse esprit est que j'aille à occupé. d'autres aventures. Voilà, je vais me lancer dans d'autres choses pour oublier cette absence. Oui. Mais oui, toujours cette petite émotion quand même de dire la page se tourne. Voilà. Ok, ça marche. Alors, on parlait tout à l'heure de tes débuts à 17 ans, de l'autrice que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que l'écriture t'a appris sur toi-même? Déjà, la première chose, c'est que, voilà, comme je te disais, l'écriture, ce premier manuscrit ever, il est arrivé à un moment où j'étais pas hyper bien avec moi-même. Mhm. Et donc déjà, il y a eu ce premier truc ça m'a apporté une forme de fierté assez forte de me dire, j'ai été capable d'aller jusqu'au bout de ce projet. Mhm. Et à chaque fois que je finis un premier jet, j'ai ce même truc ok, j'ai réussi à aller jusqu'au bout d'une aventure. Mhm. Et ça, déjà, voilà, avoir cette espèce de fierté qui arrive et qui revient un peu à chaque fois que tu finis un premier jet, il y a ce truc-là. Donc, ça m'a appris déjà ça. Ça m'a appris que j'étais capable d'avoir la rigueur et la constance et la projection suffisante pour Aller écrire au un bout. manuscrit. Voilà. Ensuite, avec le côté édition, ça t'apprend la résilience et la patience. Hein. Je pense Oui, que c'est les deux mots, les deux mots clés pour effectivement. l'édition. C'est un milieu qui est fabuleux, mais qui pour le coup demande vraiment de savoir prendre sur soi et d'être patient. Patient. Ouais, voilà. Donc ouais, je pense que c'est deux choses principales. C'est ce côté, je suis capable d'accomplir des projets comme ça. Mhm. Parce que c'est vraiment des projets, hein, enfin, jusqu'au bout, que ce soit du côté recherche, que jusqu'au du côté de se tenir une routine ou une rigueur, en tout cas, qui fait que tu peux poser 100 000, 120 000 mots. Enfin, c'est assez. Faut prendre conscience que c'est costaud quand même. Mhm. Et des fois, on le mesure pas quand on a le nez dedans, mais en fait, si, si. Et ouais, le côté être patient, laisser les idées venir, avoir la résilience de se dire que ce projet-là, peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard. Mhm. Être capable de dealer entre ce qu'on a dans la tête, en fait, et ce qu'on est capable ensuite de faire. Mhm. Ouais, ça m'a appris pas mal de choses sur moi et sur ma manière de travailler aussi, la constance que j'étais capable d'avoir ou pas. Enfin, voilà, c'est. Puis ça fait 8 ans Mhm. maintenant, 8-9 ans. Donc ça a un peu évolué aussi dans le temps, mais ouais, cette capacité à se projeter et à porter des projets jusqu'au bout, ouais. Ok. Alors, l'écriture, c'est pour toi un endroit où tu te réfugies, un endroit inconfortable qui repousse tes limites. Comment tu trouves l'écriture par rapport à toi? Enfin, moi, pour le coup, ça a été un vrai refuge. Ok. Et ça l'est encore. Pour le coup, c'est clair que j'ai un cerveau qui pense beaucoup, 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 qui s'arrête rarement. Et en fait, l'écriture, c'est un peu un moment où j'arrive à concentrer mon cerveau sur un seul truc. Tu te poses, ok. Et surtout, ça me projette ailleurs que dans ma propre tête. Mhm. Donc pour le coup, c'est clair que là-dessus, c'est un refuge. Après, oui, l'écriture amène son lot parfois de challenges, de difficultés aussi. Mhm. Il y a des moments où c'est moins facile que d'autres. Il y a des projets qui sont plus complexes que d'autres aussi. Moi, j'aime bien, pour le coup, aller vers des projets qui me challengent et varier les différentes idées, le nombre de points de vue, le Mhm. nombre d'intrigues, le nombre de tomes. Enfin, voilà, moi, j'ai autant écrit du one-shot que de la série en 3 ou 4 tomes, par exemple. Mhm. Et donc oui, il y a son lot de difficultés et de challenge, mais c'est vrai que pour le coup, moi, c'est vraiment, c'est un peu ma bulle d'oxygène. Enfin, il y a des gens, tu sais, ils rentrent du travail, ils ont besoin d'aller faire leur footing pour aller Oui. mieux, ou leur session de yoga, enfin, j'en sais rien. Et moi, j'ai besoin d'aller écrire. Enfin, Mhm. pas tous les jours, tout le temps non plus, je suis pas constamment en premier jet. Mais c'est vrai que quand je suis dans ces périodes-là de premier jet d'écriture, de réécriture, c'est ma bulle d'oxygène, ouais. Ok, ça marche. Alors maintenant, on va passer aux coulisses des romans, les doutes, les peurs, la réalité du métier d'écrivain. T'en as déjà
un petit peu parlé avec la patience qu'il faut avoir par rapport aux maisons d'édition. Mais on va là parler plutôt de l'origine, donc de ton écriture. Est-ce que tes idées te viennent par une image, une phrase, une émotion, un sentiment? Qu'est-ce qui déclenche l'idée et qui te dit, tiens, ça, je vais le raconter? Ouais, moi, c'est des scènes, en fait. En général, j'ai une scène qui tombe dans ma tête. Je sais pas tellement d'où elle sort. Des fois, c'est très aléatoire. Ça peut être une musique, ça peut être une image, ça peut être un truc qu'on me dit là à cet instant-là, ou une œuvre que je viens de lire. Enfin, des fois, c'est très inconscient en fait pour le coup ce truc, mais une scène qui arrive dans ma tête, une espèce de projection, et là je vois soit un personnage, soit des personnages. Ils sont en train de discuter d'un truc ou de vivre un truc. Souvent une scène assez forte quand même d'un point de vue émotionnel. Et là, je me dis, mais en fait, c'est trop bien ce qui se passe. Attendez, ne bougez pas, je m'installe là, et vous continuez, s'il vous plaît. Et je prends des notes. Ça. Voilà. Et donc, je vais écrire cette scène dans mes notes de téléphone ou d'ordinateur. Et soit il y a un déclic qui se fait tout de suite, et en fait, là, il y a une cascade d'idées qui se déverse, et en fait, mon fichier de notes, en 3-4 jours, il va prendre 5000 mots. Ok. Ça peut aller très très vite. Hein. J'ai des fichiers de notes qui sont tellement grands qu'ils sont en train de craqueler. Mais et des fois, ça prend plus de temps. Des fois, il y a une scène, et puis j'essaie de tâter un petit peu le terrain, mais je sens que ça vient pas tout de suite. Donc en fait, je vais juste mettre les petites notes et toutes petites scènes que j'ai réussi à entrevoir, puis je vais les laisser là. Moi, je visualise ça vraiment un peu comme si j'étais dans un immense immeuble. Ouais. Et t'as plein de chambres. Et t'as plein de chambres, elles sont fermées. Tu peux vraiment rien voir, voilà. Et t'as des portes, des fois, qui sont entrouvertes. Et en gros, tu ziotes dans une des portes. Et puis, si ça se passe bien, tu rentres, tu t'installes. Si tu le sens pas trop, tu ziotes un peu, mais tu repars et tu dis tu reviendras plus tard. C'est un peu vraiment comme ça. Et du coup, j'ai vraiment un truc un peu à la Père Castor qui va s'installer et qui va dire vas-y, raconte-moi ton histoire. Dites-moi comment ça se passe pour vous. Et je vais la réécrire ensuite. D'accord. Ça c'est vraiment un truc comme ça. J'ai vraiment une relation très... en anglais, on dirait selfless. Alors, je sais pas trop comment je peux le traduire en français, mais c'est un peu un truc très détaché de ce que je vais écrire. Alors, tu peux jamais détacher 100% ce que t'écris de qui tu es, évidemment. Il y a des idées, des choses, des passions qui vont se retrouver. Mais je pars vraiment du postulat, c'est le personnage ou les personnages qui ont des choses à dire, qui ont des vécus à transmettre. Et moi, je suis je sais pas comment je peux dire, mais le média, le biographe, l'espèce de véhicule en fait qui va faire passer cette idée, cette histoire à un livre, et ensuite le porter autant que possible. Okay. Et j'ai vraiment cette relation-là à mes persos en fait, à me dire j'ai le chat qui bouge à côté. Okay. J'ai vraiment cette relation-là à mes personnages, à me dire que ils m'ont confié des parts d'eux, et j'ai le devoir d'en faire quelque chose de bien, en tout cas du mieux que je peux. Je pense que je pourrais jamais le faire avec toutes les idées que j'ai. D'accord. C'est pas possible. Il y en a trop. Il y en a trop. Mais j'ai vraiment cette envie, en tout cas. Ce truc c'est un peu une espèce de mission, quoi. Une mission de retranscrire les vies de toutes ces personnes que je rencontre dans ma tête. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est l'idée. Donc du coup, ça veut dire que tu pars d'un personnage, d'une scène, pour pouvoir écrire ton histoire. Ou est-ce que tu vas d'abord penser à un univers, ou parce qu'un personnage vit, ça te fait penser à un univers, et du coup, tu crées son univers autour, son intrigue, ses conflits? Ouais, en fait, c'est soit plusieurs personnages, soit un seul personnage dans une scène. Et donc, en fait, déjà, avec une seule scène, tu peux déjà un peu te faire une idée de où tu es. Alors, pas complètement, mais si tu vois le perso, il est en tailleur, costume, un peu époque victorienne, bon, bah, tu sais que ton histoire, elle est près à ce niveau-là. S'il est en armure de chevalier, bon, on est peut-être sur un truc plus médiéval. Oui, comme ambiance. Voilà, donc déjà, ça commence un peu par ce truc-là. Et en fait, je vais fixer, enfin, de manière très inconsciente, encore une fois, c'est pas toujours très réfléchi, mais l'imagination, c'est pas toujours un truc qui se contrôle comme on veut. En tout cas, moi, je fonctionne pas comme ça. Et donc, il y a vraiment ce truc où je vais me fixer sur ce personnage-là, limite comme si je lui mettais une espèce de
caméra sur la tête ou sur l'épaule. Enfin, genre, en fait, il va l'emmener avec lui, il va m'emmener avec lui, et je vais voir des moments, des scènes comme ça de sa vie qui vont arriver au fur et à mesure. Et c'est à partir de toutes ces petites scènes que je vais récupérer que je vais pouvoir recomposer mon histoire comme ça. D'accord. Donc souvent j'ai des scènes hyper fortes en termes d'émotion ou au niveau de l'intrigue, les plot twists, les retournements de situation, les moments un peu de tension. Je vais avoir les fins. C'est très rare que je commence un projet sans avoir la fin. En général, c'est fait même partie des premières choses qui me viennent, ou en tout cas, sinon la toute fin, au moins la conclusion, l'espèce de résolution qui amène à la conclusion. Tout à fait. Et l'introduction aussi. Ok, comment ça commence, comment ça finit. Voilà. Et donc j'ai vraiment un truc assez balisé en fait. Et donc moi je fais pas de plans. Pour le coup, j'aime pas ça les plans. Je tiens pas, donc je n'aime pas. On s'aime pas les plans et moi, mais c'est ok. Par contre, j'ai une espèce de carte, un peu une espèce de carte de rando, tu sais, et en fait il y a des balises et tu es libre en fait comme tu veux pour arriver à la balise, mais il faut que tu arrives à la balise. Ok. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière balise. Voilà. Et après le chemin prend les tournures qu'il veut. Mais tant que t'as fait les balises, c'est ok. C'est ok. Mais alors du coup, est-ce que tes personnages suivent tes balises ou est-ce qu'ils arrivent à te surprendre et à te dire « Ah non, moi je vais pas passer par là, je veux l'autre chemin par là-bas ». Alors pour le coup, les balises, non. Parce que les balises, c'est eux qui les amènent, de toute manière. Okay. C'est pas moi qui ai dit que ce serait cette balise. C'est eux qui ont amené la balise. Donc de toute manière, pour le coup, c'est pas moi qui tu les as écoutés. Donc voilà. Par contre, comment on va arriver à la balise? Ça peut arriver que moi je me dise, bah, d'une manière un peu simple, quoi, il va se passer ça, et on va arriver très facilement ici. Et puis en fait, les personnages ils arrivent et disent, ah non, 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 on va faire ça d'abord. Oui. Donc on prend un virage complètement détourné, puis on revient à la balise. Mais ça arrive par contre. Mais là, pour le coup, c'est le côté je n'ai pas de plan et je ne définis pas mon histoire en amont, pas complètement en tout cas, parce que je veux laisser les personnages justement avoir cette liberté de faire ce qu'ils veulent. Et les personnages, c'est un peu tricky. Par contre, ce qui arrive parfois, c'est qu'ils arrivent en se présentant d'une certaine manière. Si je prends la voix de Laurie, je prends le personnage d'Hatcher. Au tout début, il a un côté très Sherlock Holmes, très arrogant, très sûr de lui. Donc moi, je suis partie du principe que c'était un personnage hyper sûr de lui, hyper confiant en tout. Et puis arrive le 3e chapitre, puis je le vois dans une position un peu moins confortable pour lui. D'un coup, il est beaucoup plus en insécurité, beaucoup moins confiant, beaucoup plus timide presque dans la manière d'être. En fait, tu m'as carrément menti. T'es arrivé avec une espèce de couverture, de masque que tu voulais. Et en fait, t'es pas du tout comme ça. Donc il y a des personnages comme ça, des fois, qui arrivent avec un masque qu'ils posent devant les autres, qui du coup posent devant moi aussi. Et c'est à moi d'arriver, en fait, en les suivant dans l'histoire, à voir ce qu'il y a derrière ces masques. Tous les persos n'ont pas des masques. Il y a des persos qui sont hyper francs dès le départ et c'est hyper facile de les cerner. Et puis il y a des persos qui, au contraire, ont vraiment des masques hyper denses et pour les passer, faut y aller. Et des fois, il y a des persos qui, au début, n'ont pas de masque et au fur et à mesure de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils endurent, vont se forger un truc. C'est encore autre chose. Du coup, faut que tu arrives à dealer avec comment ton personnage a évolué et ce qu'il te laisse entrevoir de lui à présent par rapport à avant. Donc c'est, mais je les considère vraiment comme des vraies personnes en fait. Plein de gens aussi seraient pareils. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, évidemment, tu ne rencontres pas cette personne dans son intimité et dans comment il est en profondeur. T'as besoin d'aller le chercher un peu et de passer du temps avec lui, discuter, voir te mettre carrément dans ses baskets quoi pour comprendre. Et ça c'est pareil. Et puis c'est aussi ça sur la backstory des personnages. Quand tu rencontres ton personnage au début, tu sais pas ce qui lui est arrivé avant, ou ce qu'il a vécu dans son enfance. Enfin, sauf si tu le rencontres enfant, mais si tu le rencontres déjà adulte et il a la vingtaine déjà, qu'est-ce qui lui arrive sur les 20 premières années de sa vie? Ça aussi, il faut que tu ailles le chercher. Et tu l'as pas toujours tout de suite dès le début. Donc c'est plus ça, moi. Les surprises sont plus sur qui sont vraiment les personnages en profondeur par rapport à ce qui m'amène. Parce qu'en fait, je ne mets pas de limite sur comment l'intrigue va se produire. D'accord. Ok. Alors après, est-ce qu'il y a des scènes qui te font peur à écrire ou sur lesquelles tu les as écrites mais t'hésites à les garder? Ça va dépendre du projet.
Je sais qu'il y a des scènes de violence, en fait, que je pense je n'irai jamais écrire. D'accord. Enfin, pas dans d'explicite, en tout cas. Enfin, je pense que en fait, je vais rien m'interdire. Pour le coup, il y a rien que je m'interdis. Si un jour un projet, en fait, ayant ce truc un peu selfless, comme je te disais, si un projet arrive en me disant, ouais, dans mon livre, il y a une scène d'agression, quelle que soit l'agression, hein, voilà, bah, en fait, je dis ok. Enfin, je vais pas tronquer l'histoire parce que moi, C'est plus ça dur. me gêne. Au pire, si vraiment, vraiment, je peux pas, j'écrirai jamais l'histoire. Puis c'est tout. Elle vivra dans ma tête, puis c'est tout. Si je m'engage dans le fait que je veux écrire ce livre, parce que là, je sens que il faut que je le fasse et ça, c'est le moment, bah, je le ferai. Mais je le ferai à ma manière, en respectant ma sensibilité et en respectant ce que je suis capable aussi de donner sur le papier et de montrer à des gens potentiellement si je veux être édité ensuite derrière. D'accord. J'ai pas la vertu de publier tout ce que j'ai envie d'écrire pour le coup. C'est pas Ok. forcément un truc dans lequel je me projette. Mais si jamais c'est un projet que j'ai envie de publier ensuite derrière, bah je prendrai aussi en considération que tout ne peut pas être lu, écrit, ou en tout cas voir comment trouver le juste milieu en fait. D'accord, faire attention. Ouais, réfléchir aussi à quel public tu veux l'adresser forcément parce que Aussi. si c'est pour de l'adulte en général, tu peux te permettre d'aller bien plus loin. Si tu veux rester dans plutôt du young adulte, voire de la jeunesse, bon bah là faut que tu fasses attention à comment tu racontes les choses. Enfin même en adulte il faut faire attention, mais je veux dire c'est pas le même degré d'attention. Donc je pense qu'il y a ça. Après c'est vrai que ouais des scènes d'agression très très fortes, de détresse très très forte aussi. Plus que la violence en fait, la détresse que le personnage va ressentir. Ça, il y a des choses effectivement où je pense que j'aurais du mal. Tout ce qui est sexualité aussi, je pense que j'aurais du mal. Enfin, une scène de sexualité n'est pas forcément un problème ou gênant ou quoi, mais de l'explicite. En fait, c'est toujours une notion d'explicite. Jusqu'où tu te permets d'être explicite dans ce qui se passe. Ouais, là, je pense qu'il y a des mesures un peu des choses un peu entre moi et moi, encore une fois, à mesurer. Mais je me pose aucun interdit à 100%. Dans ton écriture. À part peut-être certaines choses, mais de l'ordre presque criminel en fait. Enfin, moi, il y a des choses enfin, tu vois, typiquement, je suis très sensible à tout ce qui est pédocriminalité. Voilà, moi, il y a des choses que j'irai jamais écrire sur ce thème, quoi. Enfin, je comprends. Mais là, c'est des sujets, on parle vraiment presque au-delà même de tabou, c'est criminel. Enfin, c'est encore autre chose. Oui, c'est trop difficile. Je comprends bien. Il y a des sujets qu'il vaut mieux laisser de côté. Je comprends bien. En tout cas, ne pas les rendre explicites et surtout faire hyper attention parce que le côté fictif amène une romantisation. Alors, romantisation pas dans le côté romance, mais dans le côté tu racontes quelque chose de l'ordre du roman, mais du coup, c'est une histoire et du coup, tu retires des fois des choses dramatiques de ce qui est vraiment la situation. Et donc, faire hyper attention à comment tu racontes les choses parce que tu peux vite oublier de placer comment le degré de violence que c'est et de dangerosité aussi de ce que c'est. De ce que ça va donner. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a un thème que tu explores régulièrement dans tes romans et dont tu te rends pas forcément compte, mais on te signale en lisant tes écrits? Je sais pas trop en vrai, mais je pense qu'il y a quelque chose un peu et c'est drôle parce qu'en vrai moi j'ai aucun souci dans ma famille, c'est voilà. Mais je pense que j'ai quand même un truc avec le côté fratrie, le côté soit famille qu'on construit, soit fratrie très forte, des liens de famille et d'amitié, mais qui presque des fois s'entremêlent. Enfin, c'est ces amitiés qui deviennent des familles. C'est quelque chose qui déjà me touche beaucoup dans les lectures, mais qui en fait du coup revient aussi régulièrement dans ce que j'écris, soit dans une relation parent, enfant de cœur, ou frère, sœur de cœur, ou même une famille entière de plusieurs personnes. C'est vrai que c'est des choses qui reviennent. Des fois, c'est même le côté nourrice avec quelqu'un qu'elle a presque élevé en fait, alors que c'était pas son enfant de base, mais qui prend du coup une place presque maternelle. Enfin, voilà, je sais que c'est ce truc-là, ces figures-là, c'est quelque chose qui revient assez vite. D'accord. Et après, ouais, tout le côté
tout ce que ça implique, en fait, d'avoir une famille et les difficultés que ça peut amener parfois quand tu as des choix ou quand tu as des opinions différentes, tes enjeux de vie aussi différents, des personnalités différentes. Enfin, c'est des choses qui reviennent et je m'en rends pas forcément toujours compte. Mhm. Euh, mais ouais, il y en a quasiment toujours. Bah, ok. Est-ce qu'il y a eu des moments quand tu écrivais où tu as eu des doutes, tu t'es dit je vais m'arrêter? Non, je continue. Quand tu es dans une phase de doute, qu'est-ce qui te fait pousser à continuer ton histoire et aller au-delà? Alors tout à l'heure, tu parlais de la promesse que tu as faite à tes personnages de raconter leur histoire, mais quand tu es dans une grande phase de doute, comment tu fais pour la gérer? En fait, ouais, vraiment, je pense que ça m'arrive pas tant. Enfin, j'ai des moments où je me dis, là, je me traîne la patte et je suis moins motivée Mhm. et j'arrive pas à voir où ça va. Mais j'ai rarement des grosses phases de doute quand je suis en premier jet. D'accord. Parce que il y a ce truc un peu. Alors, j'ai jamais eu la situation où j'avais signé un projet avant de finir le premier jet. Mhm. Ça m'est jamais arrivé. Je pense que déjà, ça change un peu la balance. Parce que quand tu écris uniquement pour toi, Oui. bah, ta grosse phase de doute, finalement, enfin, moi, en tout cas, la manière dont je le vois, et je pense que c'est pas pareil pour tout le monde, mais la manière dont je le vis, c'est que pourquoi j'ai des doutes sur quelque chose qui, de toute manière, n'engage personne par moi. Toi. Enfin, Mm. en fait, il y a ce truc où c'est ok de douter de où ça va, de ce que ça va donner, tout ça. Enfin, c'est ok. Mais finalement, ce premier jet, il engage personne. Mhm. Donc, au pire, si je le finis, mais que je le finis mal, c'est pas grave. C'est entre moi et moi. Mhm. Et c'est ok. Bah, ce sera une galère pour la réécriture, c'est pas grave. Donc j'ai un peu cette manière-là de vivre les choses. Je sais pas, je pense que c'est très différent quand tu as déjà signé et que du coup tu es déjà engagé auprès de quelqu'un, parce que effectivement là, si tu te rates, il y a quelque chose qui se passe derrière. Oui, c'est plus compliqué. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je sais pas Mhm. si ça m'arrivera un jour, mais en tout cas pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Tant mieux, croisons les doigts. Et ouais, et je suis pas sûre que ça me donne très envie. Je pense que j'ai besoin de garder cette cette liberté sur le premier jet Mhm. et cette liberté créative en fait de pouvoir dire pendant au moins un temps ce premier jet, cette histoire n'a appartenu qu'à moi, pas uniquement dans ma tête du coup, mais Mhm. aussi dans les mots, et ça n'a appartenu qu'à moi et à personne d'autre. À voir en fait ce que l'avenir dira. Si je finis par faire de la signature sur Synopsis et tout, pourquoi pas. Mais je pense que j'aurai quand même toujours ce besoin, au moins, d'étape de premier G où je ne parle à personne, je ne fais lire ce projet à personne. Mhm. Il n'y a que lui et moi. Et je pense que c'est comme ça que ces phases de doute, je peux les éviter, en fait. C'est que je me dis, pour l'instant, c'est lui et moi. Mhm. Et en fait, ok, même si là, on est plus lent, même si là, on patauge un petit peu, Oui. là, on est en galère, on ne sait pas où on va, les personnages sont perdus, du coup, je suis perdue avec eux, c'est très bien. En fait, on va y arriver. Petit à petit, on va y arriver. Parce que, de toute manière, on peut faire ce qu'on veut. Ok. Voilà. Moi, c'est un peu la manière dont je le vois. C'est ce Mhm. truc de, j'ai pas à douter. Parce que de toute manière, ce doute ne repose sur rien du tout. Mhm. Donc, après, la réécriture, c'est un autre sujet. Ça, me mettre le coup de pied au cul pour passer à la réécriture, ça, c'est autre chose. Mais le premier jet, ça va. Ça va. Ok. Si tu devais enlever tout sauf une chose dans tes romans, ce serait quoi? Ah, bah, les personnages. Enfin, Mhm. après, c'est bizarre un personnage tout seul qui n'existe, enfin, qui n'a rien autour de lui, mais moi, tout est drivé par les personnages et c'est les personnages qui me donnent envie d'aller vivre l'histoire avec eux. Mhm. Et c'est les personnages qui me touchent, c'est les personnages qui me marquent. Alors, leur relation et leur dynamique aussi, du coup, mais c'est vrai que quand je vais pour écrire un roman, je me place complètement en phase avec l'âme et l'énergie de ce personnage. Et Mhm. c'est avec lui que j'avance. Donc s'il est pas là, il n'y a pas d'histoire. Donc ce sera les personnages. Ok. Est-ce qu'il y a eu un pire moment que tu aies vécu en tant qu'auteurice? Hum, un pire moment. Je. Oui.
Ouais, j'hésite parce que il y a le côté, est-ce que tu parles du côté écriture, purement en tant que autrice qui écrit, ou purement en tant que autrice qui euh, place son livre, parce que c'est pas la même chose. Tu vois, par Alors, rapport à parce que moi je sais que les moments de dédicace par exemple ou de salon, c'est des moments assez anxiogènes pour moi. d'accord. Donc tu vois, ça peut être ça ma réponse. Mais si tu parles uniquement de l'écriture, la phase travail en fait Mhm. du projet du roman, je pense que les moments les plus difficiles, ouais, c'est quand, je sais pas comment dire, mais quand tu te rends compte que là, enfin moi je sais que les moments où mes personnages vivent des choses hyper dures, c'est dur pour moi. D'accord. Tu les Et vis à fond avec eux. ça m'est déjà arrivé sur une fin alors c'était un second tome, donc je savais qu'il y avait une suite, tu vois, mais Mhm. j'arrive sur la fin du roman et là le personnage vit un truc mais atroce. Et en fait pendant des jours je suis mal. Ah oh. Voilà, tu rentres tellement en phase avec eux que pendant des jours tu n'es pas bien. Donc Mhm. c'est peut-être ce truc d'éponge émotionnelle qui attrape les émotions du perso et qui du coup va mal après. D'accord, ok. Ça marche. Et si on te lisait vraiment entre les lignes, qu'est-ce qu'on découvrirait de toi? Par rapport aux histoires, tu veux dire? Mm. Si on allait creuser dans les histoires, Ouais. j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Parce que j'ai jamais écrit de roman encore qui parle de moi. Alors, Mhm. on est tous à écrire des trucs qui ne parlent pas de nous. Mais j'ai vraiment un truc très détaché de mes histoires Mhm. au début. Je pense qu'en fait, il faudrait aller plutôt chercher dans les personnages qui me ressemblent le plus, en fait, Mhm. dans ce que j'écris. Et tous me ressemblent vraiment pas, quoi. Il y a des trucs, des fois, où les personnages sont complètement opposés de moi. Mais dans certains persos, il y a des fois des petites choses qui se raccrochent. Et je pense que du coup, ouais, on irait peut-être creuser dans des trucs psychologiques de qui je suis. Mhm. Euh, mais pas forcément dans l'histoire elle-même. D'accord. Un jour, j'écrirai des trucs. J'ai des idées en fait, des fois de projets qui sont beaucoup plus personnels, Mhm. dans qui je suis, dans ce que j'ai pu vivre, dans ce que j'ai pu entendre, ou des choses même qui me tiennent à cœur en termes d'idées, de messages. Enfin voilà. Pour l'instant, je l'ai pas encore fait D'accord. parce que je pense que c'est une étape que j'ai pas encore la force De faire. Oui. d'entamer. J'ai des trucs prêts en dossier, un peu en sino et tout, que je me tâte en fait encore. Mhm. Mais ouais, c'est encore trop. Je pense qu'il y a des choses des fois où je me dis non, en fait, Ça viendra plus projet tard. là-bas de fantaisie pure et tout, où rien ne te concerne encore là-dedans, mais vas-y, va là-bas, c'est bien. Je comprends. Je comprends. Et maintenant, être publié, est-ce que ça a changé quelque chose à ton rapport à l'écriture? Alors oui et non. Oui, alors, enfin, non, d'abord dans le côté où j'ai toujours la même manière de considérer mes histoires et mes projets. Et Mhm. c'est ce que je disais, je pense que j'ai toujours ce besoin d'avoir ces moments entre ce Toi projet et et toi. moi, Mm. que ça reste vraiment entre moi et moi, et que j'ai pas envie d'avoir cette voix derrière moi qui me dit il faut que ton texte soit comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, c'est pas du tout un truc que j'ai envie de vivre, et ça je le changerai pas. Et donc sur cette partie-là, ça n'a pas changé. Mhm. Après, je pense que ça a quand même changé mon rapport à certaines choses parce que bah, je regarde aussi ce qui sort autour de moi, les projets qui sortent, les projets qui marquent. Et je me pose de plus en plus des fois des questions sur aussi aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a de plus en plus besoin de revendiquer des choses, de Mhm. défendre des choses, de porter des messages, mais pas forcément de devenir un porte-parole non plus, mais au moins d'ouvrir des portes, en fait. Et comme aujourd'hui j'ai un rapport encore très drivé par les personnages, Mhm. c'est vrai que j'ai pas forcément cette conscience que dans mes textes, je peux instiller des choses importantes par rapport au Mhm. monde dans lequel on vit. Et ça, c'est un truc aujourd'hui dans lequel je suis encore en train de dealer entre moi et moi. À D'accord. quel degré je veux pouvoir, en fait, instiller des choses dans ce que j'écris, ou est-ce que je veux rester complètement détachée Mhm. et rester dans ce côté purement fictif. Alors, parfois, le purement fictif apporte ses messages tout seul. Enfin,
Oui. La Voix de Loré a énormément de messages très politiques, très engagés, mais qui ne sont pas d'abord venus de moi. Ils sont d'abord venus des personnages, de ce qu'ils avaient à revendiquer, de ce qui se passait dans leur monde. Et ensuite, moi, je suis venue calquer, enfin, pas calquer, mais prendre possession de ce qui se passait et en faire quelque chose avec lequel je relate complètement et que je porte complètement. D'accord. Et c'est pas venu initialement de moi. Et donc, je suis encore en train de dealer justement cette partie-là du monde, en fait, du monde du livre et du monde dans lequel mon livre va venir. C'est plus ça, en fait. C'est pas tant mon rapport à... Enfin, du coup, ça dérive sur mon rapport à l'écriture, mais c'est vraiment ce côté, mon livre va venir dans un monde. Et ça, j'avais pas forcément cette conscience de ça avant d'être édité, parce que c'était que entre moi et moi. Mais aujourd'hui, mon livre, il rentre dans un monde, il va être lu par des gens qui font partie d'un monde. Et donc, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de ces livres et qu'est-ce que je veux mettre dans ces livres pour qu'ils entrent dans ce monde aussi. D'accord. Mais je pense qu'il y a peut-être pas de réponse non plus encore. Enfin, il n'y a rien de fixé. On a le droit d'écrire 100% sans revendication, d'écrire avec uniquement des revendications. Moi, je suis encore en train un peu de voir comment je veux que ça m'influence ou pas. Ok. Alors maintenant, on va passer au côté des lecteurs. Comment tu vis les rencontres avec tes lecteurs? Justement, là, tu es allée aux Imaginales le week-end dernier. Comment ça se passe pour toi, ces moments-là de dédicaces? Ouais, alors, faut savoir que je suis quelqu'un de très introverti. Et d'assez solitaire. Alors, ça peut paraître paradoxal parce que je suis toujours avec plein de gens, mais j'ai un côté très très solitaire et très introverti. J'ai ce besoin très souvent de revenir à mon petit nid à moi et de me ressourcer comme ça. Mais c'est vrai que les salons, notamment, c'est des moments où l'ébullition fait que je suis très heureuse d'être là. Je peux pas retirer la petite angoisse toujours qui arrive de me dire je vais être dans un endroit où il y aura beaucoup de monde, où je vais être très sollicitée potentiellement, et en tout cas il va falloir que je sois moi un peu au taquet aussi. Je peux pas me retirer cette petite boule d'angoisse au début, mais une fois que je suis dedans, je suis vraiment très bien. Et il y a un truc très fou qui se passe où presque un moment de déconnexion en fait à pas que je deviens quelqu'un d'autre, c'est pas ça, je deviens pas quelqu'un d'autre. Mais j'oublie ce mur d'angoisse qui se dresse très souvent et je plonge dedans et en fait je vais le vivre très très bien. Et donc en fait les rencontres avec les gens qui soit qui m'ont lu, soit qui ont envie de me lire, c'est toujours hyper enrichissant. Enfin, ça nourrit vraiment. Enfin il y a un truc alors pas d'un point de vue créatif, du coup ça c'est pas forcément nourri créativement, mais ça nourrit en tant que, enfin humainement ça nourrit. Il y a un truc où tu te dis, typiquement les Imaginales, je sais pas combien de personnes j'ai rencontrées ce week-end parce que je ne compte pas, mais je vois un peu parce que j'avais des cartes en fait que je donne avec chaque livre. Ouais. Et à la fin j'avais plus de cartes, donc c'est quand même il y en avait beaucoup de cartes qui sont parties, et donc il y a beaucoup de livres qui sont partis, donc il y a beaucoup de gens qui sont passés. Et donc, tu sais, c'est assez ouf quand tu rentres chez toi et après de te dire, purée, là, pendant 4 jours, j'ai peut-être rencontré une centaine de personnes. Ouais. Autant des autoristes que j'avais jamais rencontrés ou que j'avais déjà rencontrés mais que je revois. Autant des libraires aussi, parce que moi, c'était la première fois que j'étais invitée en tant que vraiment autrice, donc sur le stand de libraire, et donc je rencontre des libraires aussi. J'ai rencontré des éditeurs qui étaient présents aussi. Et puis après, des lectrices, voilà, des fois que j'avais déjà potentiellement vues. Qui étaient venus l'année d'avant et qui reviennent me voir et qui disent ouais on a lu le 1 entre temps, maintenant on veut les 2 autres. Oui. C'est trop cool. Il y a un truc vraiment hyper riche comme ça qui fait vraiment du bien, qui pour le coup met une espèce de pommade sur toute mon angoisse sociale et qui apaise tout ça. Alors après je rentre chez moi, je suis rincée. Oui, ça. Et ce truc un peu de ok, qu'est-ce qui vient de se passer, attendez, je me recharge. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est trop plaisant et puis là on parle de salon, mais il y a le côté réseaux sociaux aussi qui joue et qui je pense m'a aussi permis de mieux vivre les moments réels, parce que il y a une espèce de couverture un peu d'abord la vague se passe sur les réseaux sociaux qui fait une espèce de petite barrière un peu voilà, et ensuite la vague arrive dans le réel, mais du coup c'est trop cool parce que des fois les gens ils disent ouais on a échangé sur Instagram.
il dit ah mais c'était toi, et tu remets un pseudo sur un vrai visage, et ça c'est trop cool d'avoir ces espèces de petits retours là. Et puis ouais, les gens sont toujours très bienveillants sur les salons, je trouve. Enfin, en tout cas, moi j'ai jamais eu d'histoire compliquée ou problématique ou quoi. Enfin, voilà, non, vraiment, enfin, tant mieux, je touche du bois que ça reste comme ça. Restons comme ça, c'est très bien. Donc ouais, non, c'est toujours très enrichissant. C'est toujours beaucoup de bien, ouais. Et justement, est-ce qu'il y a une rencontre, une réaction d'un lecteurice qui serait venu te voir, qui t'aurait particulièrement marqué depuis que tu as commencé à faire des dédicaces? Je sais pas trop là comme ça, mais je pense qu'un truc qui moi me touche à chaque fois, c'est quand une personne revient. C'est en fait à chaque livre, tu revois la personne et après elle te suit. La première fois, elle te connaît même pas et elle vient, elle te fait confiance. Oui. En fait, elle revient la deuxième fois et puis elle te dit ouais, j'ai envie de découvrir encore. Et puis bon, sur La Voie Lorée, c'était une série, donc il y a quand même un truc où j'ai pas envie de dire normal parce que des gens peuvent arrêter en cours d'autre, mais du coup c'est un peu plus logique entre guillemets que des gens reviennent. Oui, mais suivre l'histoire. De La Voie de Lorée au Gardien des âmes, il y a un monde entre les deux. Les deux projets n'ont vraiment rien à voir. Et pourtant les gens viennent quand même. Ils disent ouais, mais en fait on veut te découvrir sur autre chose. Et ça c'est vraiment très très touchant pour le coup. Et j'ai 2-3 personnes comme ça, tu vois, en tête, où je sais que je les ai déjà vues et je les ai vues à chaque fois et ils sont revenus à chaque fois. Ah, c'est cool. Après là, tu vois, aux IMA, il y a des personnes qui viennent et qui t'amènent une petite carte, un petit bracelet, un petit truc, et t'es trop touché. Il y en a, ils te disent, ils te comparent à d'autres autoristes, mais t'es des gros noms, tu sais, et toi t'es là, c'est sûr, c'est pas, ok, ça fait trop plaisir, mais tu sais, d'un coup, tu te prends un espèce de parpaing d'ego, tu sais. Oui, j'imagine. Non, je suis pas sûre d'avoir une rencontre comme ça, vraiment, qui particulière, mais a plusieurs. marqué très fort, enfin un truc, tu sais, qui laisse une empreinte clairement. Mais en tout cas, ouais, plein de petits trucs comme ça, et des visages en fait, que je finis par me dire. Alors en plus, ça m'énerve parce que je suis trop nulle en nom. Je ne retiens pas les prénoms des gens, mais je retiens les visages. Et du coup, à chaque fois, je leur dis, je sais on s'est déjà vu, je sais plus où et quand, je sais plus comment tu t'appelles, mais je sais qu'on s'est déjà vu. Moi, j'imagine que quand on voit des centaines de personnes, c'est aussi difficile de retenir tout. Ouais, mais tu vois, tu les as pas forcément vus en contexte de salon, ça peut être en contexte de dédicace, tu sais, tu les as vus et du coup il y avait moins de gens, mais je sais pas, il y a des choses, des fois, tu vois, le cerveau n'accepte pas de les retenir, ça fait partie, c'est comme ça, c'est le deal, mais les visages, par contre, ça reste. Et c'est vrai que du coup, des fois, quand je revois les gens, je dis, mais encore toi? J'imagine. Alors maintenant, on va parler de ton actualité. Est-ce que tu es dans l'écriture d'un nouveau projet ou un nouveau roman qui devrait sortir bientôt ou... Alors, j'adorerais être en premier G. Je ne suis pas en premier G. J'ai envie d'être en premier G, mais je ne suis pas en premier G. Il faut que je me retienne. Non, je suis en réécriture parce que je vais bientôt passer en édito pour effectivement un prochain projet qui va sortir en février prochain. D'accord, 2027. Pas trop en dire encore parce que ça n'a pas été annoncé officiellement. Donc voilà. Il est possible qu'il y ait une avant-première en salon un peu plus tôt que février. Voilà. Mais donc c'est sur je peux te dire que c'est un one-shot de fantasy qui est autour d'un cirque occulte. Ok. Voilà, très inspiré un peu Six of Crows au niveau de la vibe, avec le côté fin de family, une équipe un peu de gens un peu outcast qui se sont regroupés pour faire une mission ensemble et ça va mal se passer. C'est un peu l'idée. Tout ça autour d'une magie liée à l'occulte et donc d'un cirque qui fonctionne sur cette magie occulte. Voilà. C'est un roman quand même un peu assez psychologique quand même, qui parle vachement de dealer avec ses traumas en fait. Voilà, je peux dire ça. C'est déjà pas mal. Et j'aurai une autre sortie en 2026. 2027. 2026, on dit en 2026. 2027. En 2027, j'ai une deuxième sortie en 2027 dont je peux pas trop parler non plus parce que c'est pas complètement annoncé non plus. Voilà. Mais donc j'aurai 2 sorties en 2027. Voilà. Oh, c'est bien. Sur des univers complètement différents. Donc le cirque occulte et l'autre est plus ambiance conte de fées.
C'est tout ce que je peux dire actuellement. Donc là, je suis en ce moment en réécriture / édito pour ce premier projet de 2027. Ok. Et est-ce que tu as des prochains... Alors, là, on a fait les Imaginales, mais est-ce que tu en as d'autres, des séances de dédicaces ou des salons qui sont déjà planifiés à venir où on pourrait te rencontrer? Alors, dimanche prochain. Le dimanche, donc c'est 14 juin, il me semble, la date. Oui, c'est ça, dimanche 14 juin. Je serai à Rouen pour le salon Un chapitre à Rouen. Et après c'est les vacances. Des vacances bien méritées. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal enchaîné. En fait, il y a eu 2 sorties là début 2026. Il y a eu Le Gardien des âmes en février et le tome 3 de La Voix de Lorée en mars. Donc c'est vrai que de février à avril-mai, c'est pas mal enchaîné et à part 2 semaines de vacances en mai, j'ai quasiment eu aucun week-end à moi. Donc là, c'est la pause. Et après, j'aurai un salon en Belgique début septembre. Et ensuite, j'ai pas trop encore j'ai pas encore les dates officielles et les événements officiels. Mon calendrier n'est pas encore complètement fixé. Mais probablement Étrange Grande en septembre. Ah, cool. Mons aussi, qui est en septembre, il me semble. Et voilà, pour l'instant, c'est ce que déjà pas mal. Voilà. Et puis il y aura Montreuil en novembre, forcément. Mais pour l'instant, c'est ça. Après, est-ce qu'il y aura... En fait, comme je n'ai pas de sortie sur la fin d'année 2026, j'aurai peut-être pas de librairie, en fait. D'accord. Mais des salons, en tout cas. Oh, c'est déjà pas mal. Ok. Maintenant, on arrive à la partie conseils pour les jeunes apprentis auteuristes qui nous écoutent. Quelle est l'erreur ou la difficulté qui t'a le plus appris dans ton parcours d'écriture? Je dirais que l'erreur, ça a été de vouloir m'arrêter sur une manière de faire. Et ça m'a pas tenu très longtemps, en fait. C'est pour ça que c'est une erreur que j'ai vite compris qui était pas pour moi. Enfin, il y a des personnes qui ont besoin d'une routine, et vraiment qui ont besoin de ce cadrage vraiment très, très précis. Et il y en a qui n'ont pas besoin de cette routine. Et il y a un truc, quand on est jeune auteuriste, où on se dit, ok, il faut que je mette une discipline hyper carrée, et que je me tienne à ça. Et en fait, chaque jour, j'écris tant de trucs, et je fais tant de trucs, ou à telle heure, je fais ça, ça, ça. Et en fait, moi, j'ai vite compris que ça ne marcherait pas comme ça. Et c'était ok. Et je pense que c'est vraiment un truc à savoir. C'est qu'en fait, l'écriture, c'est bien d'adapter sa vie à l'écriture, mais c'est aussi bien d'adapter l'écriture à comment on est. Et en fait, il y a des périodes dans la vie où on est beaucoup plus nomade, par exemple. Donc en fait, on va beaucoup bouger. On va être en déplacement, ou on va changer de lieu de vie. En fait, tu peux pas garder ta routine d'écriture quand tu fais ça. Mais du coup, comment tu fais pour garder l'écriture avec toi si t'es accroché comme une huître à son caillou sur ta routine? Et donc, je pense qu'il y a un truc vraiment où moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'apprendre à être vraiment flexible sur ma manière de travailler l'écriture. Pas moins rigoureuse, en fait. Il y a une différence entre la rigueur et la rigidité, en fait. Et ça, je pense que ça a été vraiment important pour moi de l'apprendre. Pendant longtemps, au début, alors vers mes 18-19 ans, j'ai eu un problème d'ordinateur. Et ben en fait, j'ai appris à écrire sur mon téléphone. Et j'ai eu cette flexibilité de me dire, ok, ça parce que j'ai plus d'ordinateur que je ne peux plus écrire. Parce contre, j'écrirai plus de la même manière, parce que je peux plus me poser comme je me posais avec un ordinateur, mais je vais mettre sur mon téléphone. Pareil, il y a des moments où, là, tu vois, typiquement, j'étais en salon ou en dédicace très souvent les week-ends, j'ai appris à écrire dans le train. Tout le monde n'est pas capable de le faire, hein. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais juste se laisser des opportunités, en fait, de ramener l'écriture dans sa vie, même quand c'est pas une routine qu'on a. Et de pas figer l'écriture. Et pareil, c'est pareil à l'échelle des projets. Là, je parle de comment organiser son temps, mais ça marche aussi sur comment travailler son histoire. Il y a des projets qui ont besoin d'un plan, et d'autres qui n'ont pas besoin d'un plan. Et c'est ok, en fait. Aussi. Oui. Faut écrire comme on le sent. Là aussi sur le travail. Encore une fois, ça veut pas dire ne pas être rigoureux sur ce qu'on veut faire. Il y a des projets qui appellent vraiment à ce besoin de structure.
parce que le world building est dense, parce que les intrigues sont denses. Et il y a des projets qui, au contraire, ont besoin qu'on leur laisse cette liberté-là. Et vraiment écouter ses instincts. Écouter cette voix intérieure qui te dit, OK, là, c'est pas ma routine, mais je sens que là, j'ai envie de le faire. Et du coup, je vais le faire. D'accord. Et à l'inverse, là, je sens que ma routine, elle me bloque. Bah, peut-être qu'il faut que je la change. Que tu sois plus flexible. Rester flexible. Autant trouver des clés pour faire rentrer l'écriture dans sa vie que laisser l'écriture prendre ce pas-là aussi parfois. D'accord. C'est un très bon conseil. Et justement, maintenant qu'on arrive vers la fin, est-ce que tu as une lecture, un auteur qui t'a le plus marqué et que tu recommanderais à tout aspirant auteurice? Moi, j'ai plusieurs petites lectures qui m'ont marqué. Alors moi, déjà, je peux pas nier l'impact qu'a eu le manga sur ma manière de voir les histoires. Alors après, il existe plein de sortes de mangas, donc c'est très vague comme reco, mais je pense peut-être essayer aussi des fois de changer de médium. D'accord. Parce qu'on raconte pas une histoire de la même manière avec un manga, avec une BD, avec un album, avec un recueil. Je pense que voilà, déjà essayer de peut-être changer des médiums parfois, ça peut aider. Mais après, moi, si je dois citer vraiment une auteurice, moi je citerai Siècle Valban. Ok. Parce que, alors, et en plus, elle a autant des livres jeunesse que des livres young adultes. Elle a plusieurs choses différentes. Donc ça peut être déjà intéressant aussi de voir différentes choses. Moi, Siècle Valban, en plus, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. En vrai, j'ai découvert il y a 3 ans, je pense. En plein ciel est sorti, en fait. J'ai découvert à ce moment-là. Moi, j'ai un peu tendance à dire que c'est ma Christelle Dabos. Je sais que pour Christelle Dabos, enfin, pour plein de gens, Christelle Dabos, c'est la référence. Une référence, tu vois, vraiment, voilà. Moi, je suis un peu passée à côté de la vague Passe Miroir que j'ai rattrapée après coup et que j'adore, hein. Mais c'est vrai que du coup, elle m'a pas construite. Enfin, il y a pas eu ce truc vraiment fort. Mais Siècle, pour le coup, elle a une plume à laquelle j'accroche énormément, qui est très imagée, très magique, vraiment. Enfin, plein de gens disent la même chose sur Christelle Dabos et c'est vrai. Mais voilà, c'est différents niveaux de plumes. On n'est pas du tout sur les mêmes plumes. Celle de Siècle me parle vraiment beaucoup plus. Et c'est une personne avec qui j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire qu'on est amis. Enfin, peut-être pas les meilleurs amis du monde non plus, hein, mais voilà, j'étais avec elle hier encore, enfin avant-hier. D'accord. Donc voilà, et j'ai pu parler beaucoup d'écriture avec elle, et on a des manières de voir et de vivre l'écriture très similaires. Donc voilà, je pense que Siècle, moi, c'est un peu une de mes rêves, une de mes rêves. Donc je peux vraiment citer cette personne. Ok. Et si tu pouvais parler à la personne que tu étais au début, tu lui dirais quoi? Alors, au niveau de tout ce qui est écriture, je lui dirais pas forcément grand-chose, parce que je pense que mon rapport à l'écriture a toujours été sain, et qu'il est toujours encore à ce niveau-là, pour le coup. Le rapport aux histoires et au travail du texte et tout est toujours sain. Plus au niveau de l'édition. C'est vrai que voilà, j'irais me dire que ça va prendre son temps, et c'est ok que ça prenne son temps. En fait, avec du recul, mais enfin, je peux le dire que maintenant parce que ça s'est passé comme ça, mais le fait que avoir le premier oui, en fait, d'un éditorice, ça prenne autant de temps, ça a pu me mettre mal. Et en fait, je sais que si La Voix de Laurie était sortie plus tôt dans ma vie, j'aurais pas eu les épaules de le porter. D'accord. Par rapport aux thématiques, par rapport au fait que c'est 3 tomes, par rapport au fait que j'ai pris des connaissances aussi en écriture et en communication. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qui expliquent que... et du coup, je pense que je dirais vraiment ça, en fait, c'est que il y a des raisons, parfois, pour lesquelles ça prend du temps. Et c'est bien que ça puisse prendre du temps. On a envie que ça arrive vite, et c'est trop bien quand ça arrive tôt, hein, c'est trop cool. Mais c'est aussi, c'est tout aussi bien quand ça arrive au moment où ça arrive, en fait. Je pense que c'est plutôt ça que je me dirais. Oui, que ça arrive au bon moment. À un moment donné, et ça arrivera au bon moment, pour les bonnes raisons. Ok, ça marche. Alors maintenant, si on veut te suivre... Maxi, au gros cerveau en disant ça maintenant, alors qu'il y a 2 ans, j'aurais été incapable de lâcher cette phrase. Et justement, c'est à ça que sert ce petit conseil, savoir bien sûr. avec le recul, qu'est-ce qu'on dirait à nous, auteurs débutants. C'est ça, et c'est des fois, c'est pour ça que c'est important d'avoir une forme un peu d'empathie, en fait, et de compassion vis-à-vis de qui on a été, parce que évidemment, à 22 ans, 23 ans, t'as envie que tout arrive hyper vite, machin, enfin voilà. Et après coup, tu te dis non, mais en fait,
c'est bien, tant mieux. Ça prend son temps, ça marche. Alors, si maintenant on veut te suivre pour découvrir ton travail ou pour soutenir ton travail, où est-ce qu'on peut aller? Alors, principalement sur Instagram. Ok. Moi, j'ai un compte Instagram autrice qui s'appelle Marie Fabre _autrice. Voilà, de manière très originale. Après, sinon, ça va être plutôt les sites de livres. Enfin, tous ceux qui lisent La Voix de l'Oreille ou Le Gardien des âmes peuvent du coup soutenir le bouquin sur les plateformes de livres. En parler autour d'eux aussi, voilà. J'ai un site autoriste qui n'est pas du tout à jour, donc ça ne sert à rien d'aller le voir. Voilà. Okay. Il est pas On note. Et est-ce qu'il sera un jour à jour, je ne sais pas. C'est encore en deal entre moi et moi. C'est pas toujours. Tiens, autant j'ai la rigueur sur l'écriture, autant la rigueur sur les trucs à côté, c'est compliqué. Ça, faut faire des choix des fois. Non, voilà, mais c'est un deal entre soi et soi, encore une fois. Non, mais voilà, ce sera principalement sur Instagram et puis voilà, les plateformes autorisées et tout. Ok, ça marche. Alors, avant de conclure cet épisode, on va passer au petit jeu. Ok. Une question, une réponse. Si. Un personnage que tu n'oublieras jamais. Que j'ai écrit ou que j'ai lu? Comme tu le veux. C'est comme tu le sens. C'est vraiment une question très vaste. Moi, j'oublierai jamais le personnage de Dazai dans Bungo Stray Dogs. Ok. Un manga, un manga, un animé aussi. Ouais. Ça marche. Le personnage préféré que tu as écrit et pourquoi ce personnage-là? Ok, mais c'est un personnage qui n'est pas publié. Mais c'est un personnage qui s'appelle Auguste et Auguste, il a beaucoup de choses en commun avec moi, mais pas tout non plus. Mais non, mais c'est un personnage qui a été vraiment me toucher très très fort, et c'est un personnage qui m'a rejeté pendant très longtemps. D'accord. Tu sais, je te disais justement cette idée de des fois des portes elles sont entrouvertes et des fois tu peux rentrer, des fois tu peux pas. Et c'est un personnage qui m'a repoussé vraiment très très longtemps. J'avais vraiment ce truc d'une lumière blanche très très vive en fait, mais tu sais qui te fait mal aux yeux, tu ne peux pas y aller parce que c'est aveugle. Et un jour, quelque chose a fait que la lumière s'est un tout petit peu rétractée. Et j'ai pu atteindre ce personnage-là. Et il m'a marqué tellement fort. Enfin, je ne pourrais jamais me détacher de ce personnage-là. Voilà. D'accord, ok. Un mot que tu utilises trop? Oula! Dans mes textes, le mot tout. Oui, par exemple, tu sais, les fameuses répétitions. Ouais, le tout. Le tout. J'ai des tout partout. C'est horrible. Je déteste. Ça marche. Le meilleur moment pour toi pour écrire? La nuit. Moi, en général, j'écris soit entre minuit et 2h, soit entre 3h, 4h et 6h du matin. Ok. Ouais, je suis une octambule. Oui, pour s'organiser, ça marche. Mais après, j'écris un peu tout le temps. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de sessions en commun avec des gens aussi en journée, donc j'ai pas de souci à écrire aussi en journée. Mais c'est vrai que mon imaginaire a tendance à se réveiller vers ces heures-là. Ces heures-là. Ok. Une musique qui colle à ton univers? Pour La Voix de l'Oreille, ça va être la bande-son du film Sherlock Holmes. Ok. Et pour Le Gardien des âmes, ça va être la bande-son de l'animé Heaven of Shows Blessing. Ok, ça marche. Si tu devais décrire l'âme de tes romans en quelques mots? C'est dur. Le Gardien, c'est plus facile parce que Le Gardien est vraiment tourné vers ce côté d'âme Le Gardien des âmes, c'est un roman qui est très lumineux, qui est vraiment tourné vers la bienveillance, la tolérance et la foi en fait, mais autant la foi en soi, en l'autre, en son pays, en sa religion. Voilà, ça c'est vraiment le Gardien, c'est un roman qui parle de tout ça en fait, qui fourmille de tout ça. Donc le coup c'est plus facile. La Voix de l'Oreille, c'est un peu plus dur. Je dirais que en fait, la Voix de l'Oreille, son âme, c'est d'aller justement questionner tout ce qui est conflit intérieur et conflit moraux. Alors, conflit politique aussi, du coup, mais du coup, en ramenant la politique à l'humain, au-delà du côté sociétal. Il y a aussi ces questionnements-là, mais la Voix de l'Oreille vient vraiment parler de ce truc de la vie n'est pas manichéenne. Et du coup, l'âme de la Voix de l'Oreille, c'est d'aller questionner l'humain dans ce qu'il a de politique et dans quoi il est capable, jusqu'où il est capable d'aller. D'accord. Pour les autres et pour ce qu'il croit et ce qu'il revendique. Ok. Et la dernière, si ton œuvre devenait un film, qui choisirais-tu comme actrice pour incarner tes personnages?
c'est trop dur cette question. À chaque fois, je blâme sur cette question. Je ne sais pas. Alors pour la voix de Laurée, moi j'avais eu une question comme ça un petit peu. Ça avait mis Florence Pugh. Alors je crois qu'on dit Pugh. Pour son nom. Je crois que c'est Pugh. Pour Agnès, du coup, exactement. Et attends, je vais essayer de retrouver. Parce que j'avais mis c'est comment Jonathan Bailey. Ouais, je connais pas. Il joue dans Bridgerton et dans Wicked aussi. Et j'avais mis celui-là, mais en fait, une version plus jeune de lui, parce que c'est un acteur qui aujourd'hui, je pense alors peut-être pas la quarantaine, mais il doit avoir entre 30 et 40 ans. Mais en fait, j'avais retrouvé des photos de lui dans une série ou un film qu'il avait fait où il était plus jeune, et vraiment c'était Hatcher. C'était vraiment lui. Et en fait, c'est pour Willem à chaque fois que je galère. Mais j'avais trouvé. Alors attends, je retrouve vite fait le nom. Il s'appelle Frédéric Ballonnier. Ok. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est brun. Et en fait, il faut imaginer une version blonde de lui. Oui, parce que justement, Willem est blond. Ouais. Voilà, il faut imaginer, avec une autre coiffure. Et ce serait ça. Ok, voilà. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Marie pour ce bon moment passé ensemble. Merci d'avoir partagé avec nous tout ton univers. Je te souhaite réellement plein de belles choses pour la suite et les 2 romans à venir. Et puis on arrive à la fin. On arrive à la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un peu plus. Merci Marie. Merci à toi pour l'invitation. C'était très chouette. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si le contenu vous a plu. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.